Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de votre magazine Éco-Débat. Depuis quelques années, le débat s'intensifie sur la nécessité pour les pays africains de réformer leur monnaie ou plutôt leur système monétaire. Des initiatives de monnaie commune sont initiées dans certaines régions de l'Afrique, mais de plus en plus, il est question de passer à la dématérialisation de la monnaie. Le Nigeria et le Ghana ont lancé récemment leur monnaie numérique, le e-Naira ou encore le e-Cedi. La Centrafrique, toujours dans le franc CFA, a elle opté officiellement pour l'utilisation de la crypto-monnaie. Une décision qui a tout de suite fait réagir certaines institutions financières internationales. L'usage de la crypto-monnaie en Afrique, on en parle avec nos invités du jour, Kwame Alain-Serge Kouadio. Vous êtes consultant en développement. Merci d'être avec nous. Merci, M. Stéphane Soumaoro. C'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau de télévision. Et avec nous ici en studio, M. Fofana Lassina. Vous êtes le fondateur de Biwari. Merci d'être avec nous. Merci à vous de nous avoir invités. Alors, très rapidement, Biwari, qu'est-ce que c'est exactement pour... Biwari, c'est une entreprise exerçant dans le domaine de la blockchain et des crypto-monnaies. Nous accompagnons les entreprises qui veulent se lancer, qui veulent tester cette technologie dans la transformation de leur process pour qu'ils puissent facilement utiliser cette technologie-là. Et au-delà de ça, bientôt nous lançons aussi une plateforme de gestion d'actifs de crypto-monnaies. Alors justement, on voit tout ce déploiement qui est fait autour de ce fameux concept de crypto-monnaie. Alors c'est sans doute quelque chose de bien, quelque chose de pas bien. Mais qu'est-ce qui explique alors cette méfiance qui se crée autour de la crypto-monnaie? Je dirais tout simplement la méconnaissance de la chose. Tout changement majeur, toute nouvelle chose fait peur. Donc naturellement, voilà pourquoi même nous vous remercions de nous avoir invités pour éclairer la lanterne du maximum de personnes. Il faut dire que la crypto-monnaie est basée sur une technologie appelée la blockchain. Bon, je pense que quand vous allez nous poser les différentes questions, on va répondre. Mais la blockchain, c'est cette merveilleuse technologie qui aujourd'hui, en fait, vient éliminer ce qu'on appelle les tiers de confiance. Parce que sachez que dans tous les actes de tous les jours, arrivé à un moment donné, il faut avoir confiance à quelqu'un. Et nous savons que l'être humain étant faillible, c'est mieux pour nous aujourd'hui de nous fier aux algorithmes et aux ordinateurs qui ne nous trahiront jamais. Voilà. Les algorithmes, on ne sait jamais, peuvent nous trahir, mais vous confirmez ou vous assurez que ces algorithmes-là peuvent en tout cas garantir une certaine sécurité. Mais alors vous qui scrutez un peu l'actualité internationale, vous avez vu un peu comment les institutions de Bretton Woods et d'autres institutions internationales ont réagi face à la montée de la crypto-monnaie. Comment vous expliquez cette méfiance? Effectivement, cette dynamique de nouvelles formes de paiement électronique crée beaucoup de débats. Mais ici, il est important de signifier un aspect. C'est que la crypto-monnaie aujourd'hui a un souci de contrôle. Il est difficile de contrôler la crypto-monnaie actuellement parce qu'il n'y a pas de système de régulation internationale. Aujourd'hui, la crypto-monnaie s'exerce en marge du système des banques traditionnelles, ce qui pose un véritable problème. Aujourd'hui, quand on parle de crypto-monnaie, comme il a si bien dit, il y a une certaine méconnaissance au niveau du continent africain. Mais au niveau des Occidentaux, on ne peut pas parler de méconnaissance parce qu'ils sont bien informés de ce type de paiement mobile, de ce type de paiement électronique. Mais la question qui se pose, pour moi, la véritable question qui se pose au niveau des institutions internationales, au niveau des institutions financières internationales, c'est la question de la régulation de cette monnaie. Pour moi, c'est la véritable question, c'est la véritable problématique. La régulation de cette monnaie, je vois que vous voulez réagir. Oui, effectivement. Aujourd'hui, moi, je vois que c'est de la méconnaissance. Parce que être expert en économie, c'est une chose, mais connaître la crypto-monnaie, c'est autre chose. Aujourd'hui, les institutions de Bretton Woods et autres voient en la crypto-monnaie une monnaie concurrente, je dirais, aux autres monnaies fiduciaires que nous connaissons. Alors qu'il ferait mieux, en fait, de se concentrer plus sur la technologie sous-jacente pour, en fait, cette technologie qui vient d'ailleurs résoudre des problèmes réels de notre société, à savoir la transparence surtout, parce que nous savons qu'aujourd'hui, avec l'avènement de la criminalité terroriste et autres, le financement de ce genre de terrorisme fait aujourd'hui l'objet, je peux dire, de beaucoup de débats. Et clairement, la crypto-monnaie à travers la blockchain, avec la transparence et la traçabilité de tout ce qui se passe aujourd'hui, peut venir résoudre. Donc, pour moi, la méfiance, c'est ailleurs.
Voilà, c'est ailleurs. Justement, quand vous parlez de... un élément, en ce qui concerne Très cette rapidement. méfiance qui est décelée sur la sphère internationale, il est important de noter que certainement, je dis ça comme une hypothèse, certainement que ces spécialistes en économie internationale n'ont pas pu appréhender la dynamique de l'évolution de la technologie. Peut-être que c'est ce qui explique cette méfiance, parce qu'il est important de noter que c'est vrai qu'on a vu l'avènement d'Internet, on a vu l'avènement du développement de la chaîne de blocs ou bien de la blockchain, mais est-ce que ces spécialistes en économie ont pesé l'impact de cette nouvelle technologie sur la digitalisation des différentes activités économiques? Je pense que c'est là que se pose le véritable problème. C'est tellement qu'ils ont vu venir la chose, mais ils n'ont pas mesuré l'ampleur de la chose. Et aujourd'hui, c'est une chose qui s'impose à eux. Ils font comment? Aujourd'hui, la crypto-monnaie est en train de s'imposer avec une certaine prégnance. Faut-il la combattre? Faut-il faire un matching entre la crypto-monnaie et le système de monnaie classique? Je pense que ce sont ces différentes préoccupations qu'il faudra résoudre. Et c'est ce qui pourrait expliquer cette méfiance au niveau des institutions internationales. Ces experts au niveau des institutions internationales, je suppose qu'ils ont dû prévoir, ils ont dû anticiper, ils ont dû voir ces choses arriver. Mais est-ce que pour eux, cette méfiance, ce n'est pas justement le fait que le système va un peu trop vite? Il faille mettre des dispositifs, c'est étape par étape qu'on doit arriver à cette situation? Je dirais non. L'avènement de la crypto-monnaie est assez récente, environ 12-13 ans. Et peut-être aujourd'hui, ce qu'il manque à ces autorités-là, c'est de changer de paradigme. Parce que le monde change. Et si on ne change pas avec le monde, ben, ça risque de s'imposer à nous. La finance telle qu'elle a été conçue avant a montré aussi ses faiblesses. Et là, aujourd'hui, c'est suite à la crise des subprimes de 2008 que les crypto-monnaies ont été créées. Et là, elles viennent résoudre un certain nombre de problèmes clairs, comme je disais tout à l'heure, le problème de tiers de confiance. Donc, dans la crypto-monnaie, contrairement aux banques centrales, contrairement par exemple aux monnaies fiduciaires, il n'y a pas d'autorité centrale. C'est-à-dire quoi? Vous et moi qui utilisons la crypto-monnaie, nous sommes en fait les garants de celle-ci. Parce que s'il y a une autorité centrale, ben, cette autorité-là en réalité a, je peux dire, la possibilité elle seule de prendre la décision de modifier quelque chose, peut-être qui ne va pas arranger forcément la masse. Donc avec la blockchain, la décentralisation déjà permet en tout cas de mettre en place un système assez démocratique, à tel point que le contrat par exemple, quand je prends la monnaie, normalement nos monnaies fiduciaires, ce sont des contrats qui lient, je dirais, la banque centrale à la population. Donc la banque centrale, par exemple, ne devait pas peut-être émettre de nouvelles monnaies sans consulter auparavant les populations, puisque l'émission de la monnaie va venir diluer en fait celles qui sont déjà en circulation et ça va créer ce qu'on appelle l'inflation. Donc pour moi, clairement, il y a, je peux dire, une trahison du contrat en fait qui nous lie, nous populations, aux banques centrales. Et là, avec la crypto-monnaie, c'est impossible tout simplement parce que vous et moi avons, je dirais, les mêmes droits. Donc, tant que 51% de ceux qui possèdent le registre de la blockchain, en l'occurrence pour une crypto-monnaie bien donnée, n'ont pas validé les modifications, les nouvelles modifications ou bien de nouveaux changements, ben, cette modification ne pourra pas se faire. Alors, nous allons revenir tout à l'heure sur la blockchain, c'est un élément fondamental, hein, c'est ce que je commence à comprendre. Mais pour revenir, est-ce que la digitalisation, le passage à la crypto-monnaie, ça ne va pas vraiment alléger les États dans leur système monétaire, aller tirer, comme on le dit, imprimer ces billets de banque, fabriquer ces monnaies? Oui. Ce n'est pas quelque chose qui les arrange? En réalité, c'est une problématique que plusieurs refusent d'aborder. Or, il est important de noter que l'avènement de la crypto-monnaie vient pour donner un ouf de soulagement, si je peux m'exprimer ainsi, à certains États. Quand on prend par exemple le cas des États africains qui utilisent le franc CFA, que ce soit les pays de la CEMAC ou les pays de la zone UEMOA, on le sait tous que les billets de banque ne sont pas imprimés ici. Donc lorsqu'ils doivent irriguer le marché monétaire et financier, c'est comme s'ils étaient achetés sous forme de prêt. Mais plus vous achetez, plus les taux d'intérêt augmentent. Donc même si vous êtes dans une dynamique de rallonge budgétaire, il va sans dire que les taux d'intérêt seront encore plus élevés. Mais puisque la crypto-monnaie s'exerce dans une dynamique qui est en marge du système de banque centrale, mais automatiquement, lorsque vous êtes dans une telle sphère financière, vous n'avez plus besoin
de concéder des taux d'intérêt, vous n'avez plus besoin de rembourser, je dirais. Donc du coup, la crypto-monnaie devient une véritable alternative pour certaines économies africaines. Mais il est important de noter que la sphère régulation, la sphère volatilité de cette monnaie pose problème. Et comme il a si bien dit, elle pose problème parce que plusieurs n'ont pas encore souscrit, plusieurs n'ont pas encore adhéré à cette dynamique. Je pense qu'il est important de noter cet aspect. Mais deuxièmement, il y a encore d'autres avantages. Aujourd'hui, avec la crypto-monnaie, on peut effectuer des transferts de fonds à moindre coût, à n'importe quel moment. Et puis, il suffit seulement d'avoir Internet. Mais certains ont posé la problématique de la disponibilité d'Internet sur l'échiquier du continent africain. Mais vous savez, moi j'ai toujours dit que les Africains ont toujours une forte capacité d'adaptation. Prenons l'exemple de l'avènement du groupe Wave en Côte d'Ivoire, principalement en Afrique. Pour utiliser une plateforme Wave, il faut forcément avoir de l'Internet. Mais lorsque Wave a commencé à se déployer sur le terrain, sur le marché, les gens ont dit, mais bon, Wave ne s'en sortira pas. Le taux d'accessibilité à Internet en Afrique est très faible. Mais aujourd'hui, on se rend compte que par l'intrusion de Wave sur le marché financier, Orange, MTN et Move est obligé de revoir les prix à la baisse. Donc c'est pour dire que la crypto-monnaie aujourd'hui est une véritable alternative. Mais comme je le dis et je l'ai dit tantôt, il est important de réguler l'aspect spéculatif. Réguler l'aspect spéculatif. Je vais revenir vers vous. Je sais que vous voulez réagir, vous allez rebondir. Mais en plus, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette notion de blockchain pour que je puisse bien comprendre? En fait, pour définir la blockchain, c'est assez simple. La blockchain, c'est une base de données. Toute simple. C'est comme un registre dans lequel toutes les transactions, ce qu'on appelle transactions, c'est tous les actes qui se passent. Ça peut être envoi d'argent, signature de contrat, c'est ce que nous on appelle les transactions, qui sont écrites en fait dans un registre. Mais contrairement, je dirais, à un registre comptable qui est détenu par une seule personne, cette fois-ci, ce registre-là en fait sera démultiplié autant de fois que de possesseurs. Ainsi fait, pour empêcher qu'une seule personne prenne la décision de modifier quelque chose de façon arbitraire. Et cette décentralisation-là se fait via un système de cryptage très fort pour empêcher, je dirais, toute velléité de piratage, par exemple. Donc jusqu'à présent, on peut dire que c'est un système assez sécurisé, assez fiable. Effectivement. Jusqu'à ce jour, la blockchain n'a jamais en tout cas eu de problème de sécurité elle-même, mais c'est dans les usages aujourd'hui qu'il peut avoir peut-être des problèmes. Et quand vous regardez justement l'application de cette blockchain ou de ces crypto-monnaies sur le continent africain, est-ce que vous pensez que l'Afrique est prête à aller à la crypto-monnaie? L'Afrique est prête. Parce qu'il faut une logistique assez solide, j'imagine. Pas forcément, pas forcément. Aujourd'hui, clairement, avec l'évolution de la technologie, avec le cloud computing surtout, il est très facile aujourd'hui pour les États ou même des PME, je peux dire, de lancer de grands projets sans pour autant se ruiner. Tout simplement parce que avec le cloud computing, il est possible aujourd'hui juste de louer un puissant serveur pour quelques minutes. Donc ça n'est pas le vrai problème. Pour moi, le vrai problème, c'est plutôt l'amalgame qu'on fait entre crypto-monnaie et blockchain. Il faut savoir que la crypto-monnaie n'est qu'un cas d'usage de la blockchain. La blockchain peut être utilisée pour d'autres choses. En l'occurrence, aujourd'hui, on a l'avènement des NFT, les Not Fungible Tokens, qui, eux, représentent des certificats de propriété numérique, qui sont venus clairement bouleverser, par exemple, le marché de l'art. On sait que dans le monde entier aujourd'hui, le marché de l'art tourne autour de 50 milliards de dollars. Mais aujourd'hui, en moins de 3 ans d'existence, les NFT aujourd'hui sont à plus de 30 milliards de dollars. Et pourquoi cela en fait a eu un tel impact? Parce que tout simplement, avec la digitalisation de notre société, de plus en plus d'artistes font des créations sur Internet. Mais n'ayant pas la possibilité en fait d'avoir de propriété numérique, ne pouvaient donc pas valoriser cet art-là. Mais aujourd'hui, avec les NFT, vous pouvez créer un tableau, avoir la propriété et le vendre en transférant cette propriété sans qu'il y ait en fait de possibilité de dupliquer en fait. Justement, donc on voit beaucoup d'avantages avec la blockchain. Mais en revenant à un cas particulier, c'est le cas de la Centrafrique. Ici, au niveau de l'Afrique, c'est un pays qui a décidé officiellement d'utiliser la crypto-monnaie. Qu'est-ce qui peut justifier cet état de fait dans un pays tel que la Centrafrique? Je pense que c'est un choix politique.
Parce que toute décision économique relève d'abord du politique. On sait tous que c'est le politique qui régente les différentes actions de développement. Et il ne faudrait pas le cacher, il ne faudrait pas le nier. La Centrafrique a eu des difficultés au niveau de ses relations diplomatiques avec la France. On sait ce que ça donnait avec l'arrivée du groupe Wagner. Et la Centrafrique est dans une logique, je dirais, de souveraineté. Or, nul ne peut prétendre à la souveraineté si elle n'a pas la souveraineté économique et financière. Donc, pour moi, pour la Centrafrique, en s'engageant dans cette dynamique, la Centrafrique veut prendre son envol financier et contourner le système des banques centrales qu'on connaît. Est-ce que ce n'est pas par manque de liquidité sur le terrain en Centrafrique? Bon, c'est une hypothèse, mais même quand vous avez la monnaie numérique, la monnaie numérique ne vient pas automatiquement pour supprimer, comme l'a dit, la monnaie fiduciaire. Certainement que la Centrafrique a lancé ce processus pour pouvoir être dans une dynamique qui lui permet de regarder tout droit devant. C'est tout. Alors justement, ça me permet de rebondir un peu entre aller directement dans la crypto-monnaie et puis essayer de faire comme le Nigeria ou le Ghana, travailler à digitaliser sa monnaie pour avoir le e-Naira, le e-Cedi. Qu'est-ce qui est plus soutenable, plus réaliste pour nos États? Moi, je voulais faire une précision de taille. D'accord. Le e-Naira et le e-Cedi, fondamentalement, ne sont pas des crypto-monnaies. Ce sont des monnaies numériques. Ça, ce sont des monnaies digitales. Justement. Des monnaies numériques, justement. À la base d'une crypto-monnaie, il faut absolument la décentralisation. Pourtant, on sait que le e-Naira et autres seront gérés par leur banque centrale. Donc, si, justement. Cette précision, je voudrais la faire. Maintenant, au niveau, par exemple, de la Centrafrique, je pense qu'il ne faut pas se fermer de porte. La crypto-monnaie est une nouvelle opportunité. Aujourd'hui, la capitalisation globale du marché des crypto-monnaies, ça fait 3 000 milliards de dollars. Je vous assure qu'aujourd'hui, il y a des fonds de pension, il y a des fonds souverains qui viennent y investir. Donc, c'est un marché énorme, je dirais, pour nos États de pouvoir financer leurs économies à travers les crypto-monnaies. Aujourd'hui, la Centrafrique a lancé son propre projet de crypto-monnaie qui s'appelle Sango. Ben, on verra, on ne connaît pas encore les détails, mais on verra très bien. Mais dans la forme actuelle des choses, les crypto-monnaies ne sont véritablement pas là pour remplacer nos monnaies locales. À telle enseigne que aujourd'hui, ne serait-ce que les frais de transaction. Voilà, parce que si toute la population mondiale se mettait à utiliser les crypto-monnaies aujourd'hui, je vous assure qu'on aura beaucoup de problèmes, tout simplement parce que il y a ce qu'on appelle la scalabilité, le nombre de transactions par seconde. Aujourd'hui, le système des différentes blockchains que nous avons sur le marché aujourd'hui ne sont pas capables en fait d'absorber assez de transactions par seconde. Donc, dès qu'il y a assez d'engouement, les frais de transaction vont exploser. Donc, pour quelqu'un qui doit prendre le bus ou bien acheter un café avec la crypto-monnaie, vous serez amené peut-être à payer $100 de frais, ce qui n'est vraiment pas logique. Donc, aujourd'hui, réellement, les États et tout le monde d'ailleurs doivent prendre cette technologie en fait comme, je dirais, une expérimentation et voir dans quelle mesure utiliser à bon escient pour résoudre un certain nombre de problèmes qu'on rencontre, surtout dans la transparence. Aujourd'hui, on parle beaucoup de bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est, je peux dire, le respect strict des procédures. On sait qu'aucun pays ne dit que on encourage la fraude. Mais pour ne pas qu'il y ait de fraude, il y a des procédures qui sont écrites. Mais je peux dire c'est le non-respect de ces procédures-là qui emmène, je peux dire, la fraude. Avec la blockchain, c'est vrai qu'on n'a pas encore trouvé le moyen de traduire toutes les procédures en peut-être langage informatique pour qu'elles puissent s'exécuter sur une blockchain. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de possibilités dans ce domaine-là. Je vais répondre sur la question. Vous avez demandé s'il était important de réguler d'abord le système, de bien le ficeler avant de s'engager ou de s'engager avant de le ficeler. Moi, je pense que je veux réagir comme les Britanniques, les Anglo-Saxons. Les Anglo-Saxons, eux, ils s'engagent d'abord et au fur et à mesure qu'ils s'engagent, vu les failles, vu les défaillances, ils corrigent progressivement. Mais dans le système français, on s'arrange à ficeler tout d'abord. Mais moi, je suis pour qu'on s'engage et au fur et à mesure qu'on rencontre des difficultés, on les évacue et puis de façon crescendo, on essaie d'améliorer le système. Parce qu'il est clair, si on ne s'engage pas, on va se laisser surprendre par la technologie. Aujourd'hui, nul ne peut vivre sans cette dynamique technologique-là. Elle s'impose à nous. Regardez un peu comment est-ce que le monde a évolué de 2000 à 2020. En 20 ans, regardez les différentes évolutions technologiques qui ont été effectuées. Ne serait-ce même qu'avec WhatsApp. Ne serait-ce même qu'avec des mails.
ne serait-ce même qu'avec des Facebook, Twitter. Aujourd'hui, le monde forme un seul village, comme on a l'habitude de le dire, le village planétaire. Donc pour moi, il est impérieux de s'engager. Et au fur et à mesure qu'on rencontre des difficultés, on va les juguler. Tout est une question de volonté politique. Aujourd'hui, la Centrafrique s'est engagée dans cette dynamique, mais dernièrement, il y a eu une conférence sur la crypto-monnaie en Centrafrique où il y a eu des investisseurs, des panélistes qui sont venus expliquer, qui sont venus comprendre. Donc, ça veut dire que ça suscite beaucoup d'engouement. Certainement que d'autres États africains suivront. D'autres États africains sans doute suivront. On a vu un peu avec l'annonce de la Centrafrique. On a vu aussi un peu ci et là comment est-ce que les transactions de la crypto-monnaie ont été boostées, en tout cas dans la sous-région avec l'effet d'annonce de la Centrafrique. Mais tout à l'heure, vous parlez de milliers de crypto-monnaies et on créait des crypto-monnaies pour des besoins particuliers. Effectivement. Ben, aujourd'hui, à ce jour, parce que le marché est très dynamique, nous avons plus de 15 000 crypto-monnaies connues. Ben, alors, permettez-moi de vous couper à ce point-là. Oui. Pour un citoyen lambda, comment est-ce qu'il sait à quelle crypto-monnaie se référer? Comment ça se passe? Ben, comme un marché financier classique, il y a plusieurs actifs qui sont disponibles, par exemple, à la BRVM. Ben, pour choisir un actif, l'actif dans lequel vous voulez investir, ben, il va falloir derrière savoir quel est le projet derrière l'actif que vous voulez acheter. Ça vient résoudre quel problème réel de notre société et qu'est-ce qu'ils promettent et qui sont, je peux dire, les promoteurs de ce projet-là. Ici, par exemple, moi, je préfère aller sur des cas concrets africains, et surtout même ivoiriens. Ici, on est premier producteur de café-cacao. Donc de cacao, pardon. Et là, on parle de plus en plus de certification de notre cacao via une traçabilité parce que ben, les consommateurs européens veulent savoir exactement d'où provient leur cacao et surtout s'assurer que ça ne vient pas de l'exploitation d'enfants. Avec la blockchain, c'est un moyen aujourd'hui, je peux dire, infalsifiable de pouvoir assurer cette traçabilité sans qu'il y ait en fait possibilité d'immuabilité de cette blockchain. Donc ici par exemple, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire pourrait faire? Derrière, la Côte d'Ivoire pourrait décider de lancer une crypto-monnaie pour acheter uniquement le cacao. Donc tous ceux qui voudront acheter le cacao ivoirien vont devoir acheter la crypto-monnaie, peut-être Cacao Coin, pour acheter par exemple la crypto-monnaie. Mais là, naturellement, on sait le besoin mondial en cacao. Donc déjà, l'intérêt que va susciter le fait d'avoir cette monnaie-là, ben, naturellement va créer autant d'engouement et cette monnaie naturellement va prendre de la valeur. Et justement, va prendre de la valeur. Ça, c'est un exemple assez concret de voir comment la crypto-monnaie peut être utilisée sur le continent. La chaîne de blocs, du moins. La chaîne de blocs, on va le dire ainsi. Mais pour, qu'est-ce qu'il faudrait selon vous justement pour baliser le terrain, en tout cas organiser le terrain pour que la crypto-monnaie, ou on préfère dire les crypto-actifs, soient vraiment plus accessibles et plus promu sur le continent? Moi, je pense qu'il faut une véritable volonté politique. Il faut une véritable, réelle volonté politique. C'est la volonté politique qui nous permettra de pouvoir mieux baliser un tel secteur. Après la volonté politique, il faut mener des missions de sensibilisation et d'information. Même si on sait que ça engendre d'énormes coûts, il faut sensibiliser. Il faut expliquer aux populations les bienfaits de l'utilisation de la chaîne de blocs. Mais encore plus, au-delà même de parler de l'aspect monétaire, l'aspect numérique de la chose, il est important de noter que la chaîne de blocs permet de lutter contre permet de contenir plusieurs obstacles, tels que l'inflation, tels que la corruption, tels que, je dirais, la mauvaise gouvernance. Il a si bien expliqué à travers plusieurs démonstrations comment on pourrait utiliser la chaîne de blocs pour pouvoir mettre fin à plusieurs fléaux qui gangrènent notre société. Donc je pense que, ne serait-ce même que sur la sphère, sur le plan bonne gouvernance, sur le plan régulation de l'inflation, la chaîne de blocs s'impose. Je pense que déjà nos États africains pourraient regarder dans cette direction. Maintenant, après, les questions de souveraineté, les questions de gestion monétaire, les questions de flux, c'est des questions qu'on peut régler de façon, je dirais, consensuelle. D'autant plus qu'il y a déjà une institution qu'on appelle la BCAO qui gère déjà les questions de monnaie. Mais ce qu'il est important de noter dans cette dynamique, c'est que la BCAO qui régule la sphère monnaie fiduciaire doivent obligatoirement chercher à comprendre ce qu'on appelle la crypto-monnaie.
et voir dans quelle mesure il peut avoir un matching entre crypto-monnaie avoir un matching entre crypto-monnaie et monnaie fiduciaire. Alors, si vous aviez un mot de fin, quelle perspective, comment est-ce que vous voyez la crypto-monnaie ou les crypto-actifs en Afrique dans les 5-10 prochaines années? Ben, je dirais tout simplement que les crypto-monnaies et la technologie de la blockchain sont déjà là. Et on sera tous obligés de faire avec. Mais la question est de savoir, est-ce que nous serons des acteurs ou bien des utilisateurs simples? Parce qu'aujourd'hui, quand Internet a été créé, malheureusement, il n'y a pas eu cette dynamique, je peux dire, au niveau étatique pour investir dans les infrastructures pour qu'il y ait des acteurs majeurs sur le continent. Et aujourd'hui, malheureusement, nous ne sommes que des utilisateurs. Avec la crypto-monnaie, nous sommes encore au début des choses. La volonté de nos dirigeants doit impulser en fait la création de beaucoup de champions nationaux dans ce sens, parce que l'avenir de la finance, ça sera la blockchain et les crypto-monnaies. Donc pour cela, je dirais que l'État doit investir dans la formation. Parce que si on n'est pas formé, on ne pourra pas saisir, je dirais, la quintessence de cette technologie. Aujourd'hui, on prend le cas par exemple de la Centrafrique. Hein. Le fait que la Centrafrique ait décidé de légaliser, il y a plein d'entreprises dans le monde qui cherchent déjà à venir s'installer là-bas. Parce qu'il y a un cadre réglementaire où ils peuvent exercer sans avoir de problème avec quelqu'un. Donc, juste pour ça, vraiment, nos États doivent vraiment accompagner l'écosystème, mettre les moyens juridiques, financiers et autres pour attirer le maximum de personnes. Voilà. Pour attirer le maximum de personnes, la crypto-monnaie aux portes de l'Afrique, vous l'avez dit, est-ce que nous allons subir ou est-ce que c'est nous qui allons mener cette dynamique? Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette émission Éco-Débat consacrée à la crypto-monnaie et à la blockchain. Nous étions avec M. Kwame Kwadwo Alain-Serge, consultant en développement, c'est moi qui et vous remercie. M. Fofana Lassina, vous êtes le fondateur de Biwari. Merci encore pour vos contributions. Merci beaucoup. Et vous pourrez retrouver cette émission sur notre site internet www.mediantv.com. Agréable suite au programme sur nos antennes.